Sur les 2 premières tables rondes ce matin, nous avons parlé législation, réglementation, moyens déployés, solutions proposées, risques identifiés en matière de cybersécurité. Prenons quelques exemples de la vie quotidienne. Le groupe Apple a révélé mi-février que les iPhones présentaient des failles de sécurité, dont l'une concernant le noyau du système d'exploitation des smartphones. Mais les OS et les logiciels ne sont pas les seuls facteurs d'insécurité. Le fait de laisser le Bluetooth activé en permanence sans raison, notamment dans l'espace public, ici par exemple, soumet le propriétaire du smartphone au risque du blue bugging qui permet à un hacker de prendre le contrôle de l'appareil, d'exfiltrer les données et de lire les conversations. Un risque difficilement acceptable pour une entreprise ou une organisation sur un marché très concurrentiel. Dans un autre domaine, le CISA a fait le constat qu'en 2022, plus d'un tiers des vulnérabilités des systèmes industriels n'ont pas été corrigées, soit pour des problèmes d'interopérabilité, soit pour des problèmes d'exigence de disponibilité du matériel pour construire et fabriquer, soit pour des problèmes d'âge des appareils. Au-delà de la technologie, le besoin de spécialistes cyber est criant dans notre pays. Cybersecurity Venture, société américaine de recherche sur la cybersécurité, dans son rapport annuel fin 2022, met en lumière pour les États-Unis l'extrême pénurie de main-d'œuvre dans les métiers de la cyber. Parallèlement, elle met aussi en valeur l'accroissement des burn-out pour les professionnels de ce secteur d'activité. Tout cela soulève donc plusieurs questions. Quelle organisation interne doit-on privilégier pour assurer au mieux la cybersécurité de l'organisation ? Quels moyens sont disponibles? Quelles contraintes s'imposent à nous? Selon la taille des organisations, sont-elles toutes égales devant l'adversité? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Madame Claire Bourgeois, directrice du campus Méditerranée, École d'ingénieurs SAIP. Monsieur Pierre Grard, président de l'Institut d'études européen pour la sécurité et la sûreté des entreprises. Monsieur Cyril Zimmermann, président de l'école La Plateforme à Marseille. Monsieur François Marquès, représentant le groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique. Monsieur Fabien Popov, RSSI de la région Sud. Et monsieur Lionel Théveniot, qui est DSI de la ville de Vallauris. Merci, madame, merci, messieurs, de vous être joints à nous cet après-midi pour cette première table ronde. Les cybercriminels, on l'a vu ce matin, font feu de tout bois et visent indistinctement les entreprises, les hôpitaux, les collectivités territoriales, sans se soucier ni de l'impact de leur action, ni de la capacité de leurs victimes à payer une rançon. C'est d'autant plus vrai quand on est un service public soumis à la comptabilité publique. Monsieur Théveniot, je vais commencer par vous. La ville de Vallauris a aussi été victime d'une cyberattaque, c'était en 2021. Pouvez-vous nous dire comment cela a commencé? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, oui, bonjour. Week-end de Pâques, samedi matin, 7h, appel de la PM. Plus de messagerie mail pendant toute la nuit. Donc, je contacte le responsable sécurité qui est en face de moi. Et je lui dis, regarde un peu si on n'a pas un petit problème d'espace de stockage ou de choses comme ça sur le serveur, parce qu'il n'y a plus d'accès. Et quand il se connecte sur le serveur, il voit des extensions bizarres sur le bureau du serveur Exchange. Et donc, on décide de l'extinction immédiate de l'ensemble des VM. VM, machine virtuelle? Machine virtuelle. Et là, vous me disiez aussi que vous avez, pour travailler, créé quelque chose avec vos outils? On a créé un groupe WhatsApp immédiatement pour informer la direction générale et les élus, puisque ça se passait pendant un week-end. Donc on a créé un groupe WhatsApp immédiatement pour les informer. Ce qui vous a permis de continuer à travailler et de monter donc la cellule de crise. Tout à fait. Monsieur Popov, vous qui êtes RSSI aussi, mais là pour la région ici installée à Marseille, implantée à Marseille, pour rebondir donc sur les propos de monsieur Théveniot, comment est-ce que la région Sud, elle-même collectivité territoriale, aborde-t-elle le volet cyber en interne? Alors, elle l'aborde déjà depuis assez peu de temps, finalement. C'est tout frais.
Non, tout frais. En fait, on va dire que depuis quelques années, les événements deviennent de plus en plus visibles et puis Approchez votre micro. limite systémiques sur les collectivités. Et en fait, il y a une attaque qui a beaucoup marqué la collectivité, c'est celle de Marseille. En mars 2020, Marseille au sens la métropole, la ville et puis quelques autres communes. Donc il y a eu une attaque par ransomware et le système est resté paralysé pendant plusieurs semaines. Et en plus, c'est tombé dans une période, donc c'était à la mi-mars 2020. Alors ça rappelle aussi une date un petit peu particulière avec la crise Covid, ce qui fait que la ville et la métropole ont vécu une double crise. Et donc le conseil régional est situé à Marseille, donc ce sont presque des collègues. Et ça a fait réaliser à beaucoup de personnes la fragilité de l'institution et puis l'impact suite à une crise que peut avoir ce type d'attaque. Ce qui fait que à l'issue de cette attaque, il y a eu des actions portées par le Conseil régional. Une qui est plutôt de l'ordre de la politique publique, mais peut-être que ça sera abordé un petit peu plus tard, mais il y a aussi la décision de structurer l'organisation cyber à la région, et donc il y a eu la création d'un poste de quelqu'un qui va s'occuper à plein temps de la cybersécurité, ce qui n'existait pas auparavant. Et à partir de là, il a fallu créer l'activité, et finalement c'est aussi tombé à point nommé avec une démarche mise en œuvre par l'ANSSI dans le volet cybersécurité, qui était le plan France Relance, pour créer des parcours de cybersécurité et aider les collectivités à monter en maturité cyber. Et donc ces deux actions ont été combinées, ce qui fait que l'année dernière, on a pu bénéficier de ce plan afin de vraiment faire un panorama de l'ensemble des activités cyber et pouvoir nous situer en termes de maturité. Ça va depuis la gouvernance, la sécurité des données, la sécurité du réseau, la gestion de crise, la gestion des fournisseurs, est-ce qu'on réalise des audits ou pas. Et à l'issue, ça a permis de situer un petit peu la région vis-à-vis de comment est-ce qu'elle pouvait résister à certaines formes d'attaques. Ça va de l'attaquant occasionnel à des groupes mafieux ou la menace étatique, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on arriverait à résister. Et aussi, ça nous a permis aussi de nous situer par rapport à d'autres collectivités. Là aussi, ça a été extrêmement intéressant parce que malheureusement, quand on fait un peu le panorama des attaques et des menaces, on se rend compte que ce sont souvent les plus faibles qui subissent. Donc, le délégué territorial d'Annecy parlait ce matin de pêche au chalut. Et donc, on attrape dans les filets, effectivement, ceux qui savent le moins se protéger. Et donc, l'objectif, c'est de garder une course d'avance et donc aussi de pouvoir, à l'issue de ce plan, déterminer un plan d'action qu'on est en train de réaliser à l'heure actuelle. Ça permet de motiver et d'expliquer pourquoi telle ou telle action est prioritaire. Donc il y a énormément de chantiers techniques qui sont abordés d'une part, mais les plus gros chantiers, pour moi, qui me posent le plus de difficultés à l'heure actuelle, c'est vraiment la partie humaine. Parce que on en parlait avec le Covid, qui a été vraiment l'accélérateur de la transformation numérique. Il y a énormément d'agents qui ont subi la transformation numérique avec la dématérialisation des procédures, et ces agents ne sont pas familiers avec l'outillage IT. Et on voit que ce sont eux souvent qui exposent la primo-compromission qui entraîne des fois une attaque par ransomware. Et les pratiques méritent vraiment d'être accompagnées pour leur expliquer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au quotidien sur certaines, notamment dans la gestion des mails. Donc ça fait une petite année, donc on fait des campagnes de sensibilisation au phishing et on a des résultats qui se sont largement améliorés. Mais au début, c'était assez fascinant de voir le nombre de gens qui cliquaient sur les formulaires, qui soumettaient leur mot de passe, pensant s'adresser au service informatique. Certains pensent s'adresser encore à la DRH, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré les fausses adresses qu'on utilisait pour leur demander des données personnelles. Et ils utilisent ces adresses aujourd'hui pour nous signaler des changements d'adresse avec leur justificatif de domicile. Enfin, ça fait vraiment très peur et on se rend compte vraiment que une très grosse partie de l'effort est ici. Le facteur humain,
C'est ça. Monsieur Grard, là, Monsieur Popov vient nous parler justement du facteur humain comme étant le maillon faible en cybersécurité. Vous m'aviez dit qu'au sein de votre institut, vous préconisiez une vision un peu plus large. Pouvez-vous nous dire laquelle? Oui, bonjour à toutes et tous. Il paraît évident que le risque majeur se trouve entre la chaise et le clavier. Se trouvant entre la chaise et le clavier, c'est cet être humain qui est sensible à une politique, à une notion de sûreté-sécurité. Et on s'aperçoit que dans de nombreuses entreprises, on se focalise sur la notion de cybersécurité, mais on oublie toute la notion de sécurité physique de l'entreprise. Or, l'éducation intellectuelle du collaborateur doit être aussi une habitude constante de cette notion de sûreté-sécurité. Lorsqu'il rentre dans l'entreprise, lorsqu'il va à son poste de travail, il sait, il a compris qu'il était dans un milieu en sécurité. À partir de ce moment-là, on peut plus facilement lui inculquer une notion de sécurité cyber. On s'aperçoit que dans certains campus, pardon madame, dans certains campus, l'accès est libre. C'est normal, c'est un campus. Mais comment peut-on inculquer une notion de sécurité à des personnes qui ne sont pas contrôlées au départ? Donc, il nous paraît important, dans cette notion de sécurité globale, qui est nécessaire à l'entreprise, d'apporter à la fois la sécurité physique du site, et tous les moyens sont possibles pour cela, et d'y venir mettre une couche de protection cyber en formant les collaborateurs à cette véritable notion de sécurité sur les réseaux extérieurs et ainsi de suite. Donc, je pense au sein de YES, nous pensons qu'il y a une véritable continuité dans l'ensemble du process de sécurité de l'entreprise. Ça ne peut pas être qu'une partie de cette notion de cybersécurité. Il faut qu'on prenne l'ensemble du problème pour pouvoir être efficace sur l'ensemble du traitement. Oui, donc la justification du salon est pertinente. Alors, sûreté, sécurité, cybersécurité. J'en suis ravi. Si je fais le résumé de vos propos, donc il faut bien marier, à tous les trois, il faut bien marier le facteur humain et la technologie. Et en parlant de technologie, on l'avait vu à la fin de la dernière table ronde de ce matin, on décrit, et vous l'avez dit, souvent le vecteur des cyberattaques comme le clic malheureux, une souris sur un PC. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons conclu ce matin, la surface d'attaque s'élargit, et c'est surtout vrai pour l'IoT. On a terminé la table ronde là-dessus ce midi, mais je crois, Monsieur Marquez, que vous êtes dans ces métiers-là, pour le groupement de professionnels des métiers de la sécurité. Je sais que l'Institut national des normes et de la technologie aux États-Unis ont choisi dernièrement les algorithmes qui équiperont l'IoT des objets connectés pour renforcer leur cybersécurité. C'est une famille d'algorithmes de chiffrement léger, donc pour des petits appareils que l'on retrouve dans notre quotidien aujourd'hui. Est-ce à dire que cette norme sera applicable d'ailleurs pour eux aux États-Unis courant 2023? Mais est-ce à dire que nous, en Europe, nous accusons du retard là-dessus pour la sécurité, la cybersécurité de notre IoT? Oui, merci Christophe. Donc effectivement, on a l'habitude de dire que les États-Unis ont toujours un temps d'avance sur l'Europe, sur la France. C'est vrai qu'il y a un vrai travail qui est fait, une vraie prise de conscience de l'ANIST sur le risque que présente l'IoT au sens large, grand public. Mais on n'est pas tant en retard que ça, en tout cas en France. Pour ce qui est des équipements, pour ce que sont des équipements liés à la sécurité électronique, donc tout ce qui est anti-intrusion, autorisation d'accès, il y a un cadre européen, une norme européenne qui démarre en 2009 et qui ne prenait pas vraiment en compte ce risque cyber. En revanche, évidemment, la profession a très vite détecté
qu'il fallait se prémunir contre ce risque-là. Et on a vu deux choses. On a vu d'une part l'ANSSI qui, dès 2020, il faut resituer le premier référentiel de la NIST, donc des États-Unis, pour les premières recommandations pour sécuriser les devices IoT, c'est à peu près aux mêmes dates. Et l'ANSSI a très vite réagi en proposant un référentiel pour les objets grand public liés à l'IoT. Mais la profession, elle est allée encore un peu plus loin. C'est lié à une collaboration entre le CNPP et l'ANSSI pour éditer un référentiel. Donc, le référentiel s'appelle AD32, APSAD AD32 pour ceux qui connaissent, et qui va réellement s'intéresser à toute, je dirais, la gamme des risques et des menaces sur les objets connectés liés à la sécurité électronique. Et c'est un référentiel que la profession aujourd'hui prend en compte et qui couvre une grande partie des risques. On est là dans un cadre professionnel. La NIST, elle, va sur le grand public. On a quand même une recommandation ANSSI sur les devices IoT grand public, mais ça reste une recommandation, un guide qu'on est libre de respecter ou pas. J'ai vu récemment, et on le voit, que l'Europe est en train d'emboîter un peu le pas là, à la NIST avec le CRA, là, le Cyber Resilient Act, qui va venir aussi poser quelques règles, mais des règles très simples pour sécuriser l'IoT. C'est du chiffrement léger, mais rien que ça, c'est déjà énorme. Et donc l'Europe est en train aussi de se mettre en marche pour protéger également les équipements grand public. Donc pour ce qui est de la profession, c'est fait. C'est bon. On est bon et on n'est pas en retard. Donc, le grand public, c'est en train d'arriver. Donc pour protéger une entreprise, ça ne sert à rien d'aller acheter sur Amazon des produits grand public. Vaut mieux passer par un professionnel. C'est même pas que ça ne sert à rien, c'est qu'il ne faut pas. Voilà. Il faut absolument éviter. Ou alors on est quasiment certain du résultat à court, moyen ou long terme. Nous avons parlé facteur humain en pensant à l'utilisateur tout à l'heure. Nous avons parlé technologie en pensant aux fournisseurs. Mais M. Thévenoud, en introduction, a surtout mis en valeur ceux qui travaillent à protéger nos systèmes d'information. Monsieur Zimmermann, je lisais dans la revue Le Monde Informatique de janvier dernier que Xavier Niel ouvrait au Havre une 7e antenne de sa fameuse école 42, la formation au métier du codage, sans condition d'âge, de diplôme, de ressources. Pour rebondir sur mes propos introductifs, faisant état d'un besoin criant de spécialistes cyber, pensez-vous que la France souffre des mêmes maux que les États-Unis ? Merci Christophe pour votre invitation et bonjour à tous. Je m'exprime au nom de la plateforme qui est une école d'informatique qui a vu le jour il y a 4 ans. On est un établissement d'enseignement supérieur privé sur les métiers de l'informatique, dont la cybersécurité. Et on s'est rendu compte de 2 choses. La première chose, d'ailleurs, c'est dans les rapports émis par le gouvernement dans le cadre de l'analyse qui a présidé au plan France 2030. Il y a 75% des offres d'emploi sur la cybersécurité qui ne sont pas pourvues. Donc il y a 6000 postes ouverts, non pourvus, dans la cybersécurité en France. Ce qui a amené, dans le cadre de France 2030, l'État a essayé d'envisager un plan d'action permettant de créer 9250 formations, 9250 postes pour des élèves en formation sur les métiers de cybersécurité pour essayer de rattraper ce retard. Le deuxième sujet, c'est que plus de 75%, 76% pour être précis, des gens qui sont en poste dans les métiers de cybersécurité sont des bacs plus 5 et plus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les offres d'emploi à pourvoir, il n'y a que 46% des offres qui demandent un niveau bac plus 5. Et que le gros trou d'air qu'on a, le gros trou dans la raquette qu'on a en termes d'organisation et de compétences humaines, c'est sur des niveaux qui sont plutôt bac plus 3. Donc oui, il nous faut des ingénieurs, oui, il nous faut des masters, oui, il nous faut en fait effectivement la pointe de l'organisation et des managers de la sécurité et des gens qui sont capables de concevoir à long terme un plan d'organisation, de management, d'évolution, d'innovation. Mais il faut aussi des opérateurs techniques qui sont capables en fait de l'implémenter. Et c'est ça, aujourd'hui, qui nous manque cruellement à nous en tant qu'employeurs
et à nous collectivement en tant que pays, territoire, collectivité locale. Et c'est là où effectivement la plateforme s'est positionnée avec des formations qui sont totalement gratuites, basées sur de l'alternance, qui nous permet en fait effectivement de proposer la gratuité à nos étudiants et tout au long de leur scolarité de leur proposer une expérience professionnelle et donc une acculturation aux problématiques très concrètes de ce que peut avoir une organisation publique, privée, grande, petite, moyenne, sur des sujets de cybersécurité. Vous l'avez remarqué, nous avons la chance d'avoir 2 intervenants représentant le monde de la formation en cybersécurité, mais sur 2 modèles différents et je dirais très complémentaires. D'ailleurs, Cyril l'a dit aussi. Madame Bourgeois, pour rebondir sur ce qui a été dit auparavant, pensez-vous que la France dispose des formations répondant aux attentes du marché de la cybersécurité? Je pense qu'on a... Bonjour à tous d'abord. Donc je représente l'ESEP, école d'ingénieurs basée à Aix-en-Provence. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire si je regarde à quel point les entreprises et les institutions viennent nous chercher, viennent nous demander des profils pertinents. Donc il n'est pas temps de nous reposer sur nos lauriers. Mais effectivement, c'est aussi un grand plaisir pour nous de voir à quel point les étudiants ingénieurs, même si je suis d'accord avec vous qu'il faut des étudiants à Bac+3, et il y a de plus en plus de demandes aussi pour des bachelors en cybersécurité, ou chose que nous faisons aussi, c'est proposer à des étudiants qui ont des BTS informatique ou des DUT de terminer un parcours à Bac+3, et pour certains de récupérer un cycle ingénieur, donc des formations qui sont pertinentes et qui sont très demandées, avec, comme disait monsieur, le facteur humain qui est très important. Et c'est pour cette raison que nous insistons énormément sur le développement de la personne, sur les langues étrangères, sur la vie associative, sur le dynamisme que tout cela crée, et qui favorise des personnes qui sont aussi aptes à s'engager, mais aussi aptes à échanger, à comprendre l'autre, à travailler dans une discussion avec les partenaires et les informaticiens, etc. Donc c'est très important, mais il y a encore beaucoup à faire. Vous me parliez du fait que vous aviez 35% de boursiers. Oui. C'est remarquable. Pour une école d'ingénieurs, c'est vrai que c'est rare. Nous offrons cette diversité sociale. C'est important pour nous. Et encore une fois, cela permet aussi des échanges qui sont fructueux et qui permettent aux jeunes de progresser vers de très belles carrières, puisque c'est dans notre objectif de former des jeunes de milieux différents, de parcours différents, et qu'ils se retrouvent sur ces sujets-là, et qu'ils puissent se développer. Par exemple, je sais que j'ai des étudiants dans la salle qui s'engagent sur la vie associative en créant des associations de hacking éthique, qui travaillent aussi sur de la prise de parole en public, etc. Des choses qui leur permettent de grandir et de se former vers un univers professionnel qui les épanouit. On a certes un besoin de ressources, mais vous parliez aussi d'une employabilité importante, 90%, c'est ça? Oui, alors la plupart le temps d'employabilité à la sortie des ZEP, c'est de 3 semaines en moyenne. Donc la plupart trouvent leur emploi avant même d'avoir fini leur diplôme. Donc c'est très valorisant pour eux. Et ils ont un salaire moyen à l'embauche de plus de 30 000 euros par an. Donc c'est très encourageant, et donc des filières porteuses pour eux. Merci. Vos formations, donc vous l'avez vu, sont très complémentaires et permettent à tout à chacun, collectivité territoriale, entreprise, organisation, de recruter un personnel cyber qui correspond, un professionnel cyber, au format de l'entreprise ou de l'administration. Vous avez vu que faisaient même les deux d'ailleurs des profils types qui sont demandés par l'entreprise. C'est quand même du service à la carte, ça. Donc on a tout ce qu'il faut, je dirais, sur notre territoire pour le faire. Mais ça me permet aussi de redonner la parole à Monsieur Thévenot, puisque revenons dans l'incident de la cybercrise avec ces équipes qui sont présentes. Vous qui avez vécu cette expérience d'une cyberattaque, j'avais planté le décor, enfin vous aviez planté le décor en introduction. Maintenant, quelles ont été vos réactions une fois que vous avez constaté effet de sidération?
La particularité, c'est qu'on était quand même dans une période pré-budgétaire. On avait un vaccinodrome qui tournait. C'était le week-end de Pâques, donc ce n'était pas vraiment les conditions optimum pour avoir une cyberattaque. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus du tout d'accès à notre SI, on n'avait plus du tout d'accès à notre système de connaissance de notre SI, puisqu'en fait, l'intégralité des postes était compromis. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des documents offline ou alors des documents papier pour conserver, avoir les contacts, parce que les mails, on n'y a plus accès, donc l'historique des mails, c'est la même chose. Donc, heureusement, on n'était pas en téléphonie IP, full IP, donc on avait quand même les postes numériques et analogiques qui fonctionnaient. Donc ça a un autre intérêt par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a une évolution vers le full IP, et il faut penser que si ça ne fonctionne plus, on n'a même plus de téléphone. En interne, on avait des compétences internes, on avait une DSI. Pour autant, vu l'envergure de l'attaque, on a préféré contacter nos prestataires avec qui on avait travaillé sur la mise en place du PRA. Du plan de reprise d'activité. Plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité. Et l'un d'entre eux avait une filiale cyber en fait à Paris, avec qui il nous a mis en contact. Et dès 13h, on avait un rendez-vous en ligne avec eux, sachant que tout ça, c'était hors contrat, hors budget, hors marché, hors tout. Donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir des bonnes relations avec vos prestataires, parce que quand ça vous arrive un week-end, c'est pas évident. Donc on a mis en place dès 13h un plan de reprise d'activité en regardant ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait restaurer, si c'était viable, puisque c'est un organisme certes agréé PASI. Et il nous a validé en fait le plan de reprise d'activité VM par VM, avec analyse au préalable antivirus, avec la création d'une bulle de confiance en refaisant un AD de A à Z. Donc on est parti là-dessus. L'AD, c'est l'Active Directory pour ceux qui, comme moi, ne comprennent pas tout. L'Active Directory. Et avec une remontée, avec des priorisations, une remontée de l'ensemble des serveurs, puisqu'on avait une vingtaine de VM à remonter, avec des priorités pour pouvoir repartir dès le mardi matin pour les services critiques. Dès le mardi matin. Oui, lundi de Pâques. En fait, on a travaillé dimanche. Oui. Dimanche, tout le Bon, dimanche. leur équipe, la mise en service. c'est 3 personnes. Hein. Voilà, mais c'est déjà 3 personnes. Oui. Monsieur Popov, les propos de Monsieur Thévenoud me rappellent les propos introductifs de Madame la vice-présidente ce matin en ouverture. Pouvez-vous nous rappeler quelles solutions la région Sud déploie? Alors là, je parle peu de l'interne, ce que vous avez fait en interne, mais de ce que la région Sud déploie vers le tissu économique local ou ses collectivités territoriales en matière de cybersécurité. Elle en a parlé ce matin, mais tout le monde n'était peut-être pas présent au discours de Madame la vice-présidente. Oui, j'essaie de résumer. Donc effectivement, dès la fin 2020, le Conseil régional a voté une feuille de route cyber, se rendant compte que non seulement il fallait se protéger, mais ça, les services ont cherché à s'organiser pour se protéger, mais la région a souhaité aussi mettre en place une feuille de route qui permet d'identifier un petit peu les forces vives et voir un petit peu comment aider à protéger l'écosystème privé ou public de la région. À l'issue de cette feuille de route, je vais citer 2 projets majeurs. Il y en a un troisième qui est en cours de gestation. Le premier projet issu de cette feuille de route a été le centre de ressources cyber qui avait pour objectif de faire de la réponse à incident pour les PME, TPE-PME régionales, essentiellement plutôt de l'ordre de la BITD, pour les aider à faire de la réponse à incident, dans la mesure où une entreprise qui subissait une attaque, si elle ne savait pas vers qui se tourner en premier, pouvait bénéficier des services de ce centre de réponse à incident. Ça a été mis en œuvre fin 2020, et assez peu de temps après, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a publié un appel à manifestation d'intérêt à l'attention des conseils régionaux afin que chaque région se dote
d'un centre de réponse à incident, qu'on appelle un CSIRT, avec proposition d'un financement de l'ordre d'1 million d'euros sur 3 ans et d'un accompagnement méthodologique. Donc, à peu près toutes les régions ont répondu favorablement. Je ne sais pas si c'est vraiment toutes les régions. Toutes sauf une. Dont la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sachant que la région avait pris un petit peu d'avance avec son centre de ressources cyber, mais l'appel à manifestation d'intérêt de l'ANSSI, de par son périmètre, sa gouvernance, a posé quelques difficultés administratives. Ce qui fait qu'en 2022, on a à peine réussi à trouver un modèle de gouvernance sous la forme associative, donc association qui a été créée fin 2022 avec une première assemblée générale et avec le recrutement d'un chef de centre qui est arrivé le 1er mars, donc que je montre rapidement, qui est arrivé le 1er mars et qui aura donc la charge de porter ce service. Le service, en quoi est-ce qu'il va consister ? Il va consister d'une part à se faire connaître, parce qu'en fait, déjà le conseil régional, ce n'est pas un interlocuteur naturel pour obtenir une assistance en cybersécurité. Donc l'enjeu derrière va être la communication sur l'existence de ce centre. Donc là, on va chercher à s'appuyer avec l'ensemble des partenaires de la région, que ce soit les services de l'État, mais aussi toutes les personnes concernées par le sujet, afin que les PME, TPE ou petites collectivités puissent avoir le réflexe, en cas d'incident, d'appeler ce centre qui va leur donner un premier niveau de réponse. Pourquoi est-ce que l'ANSSI a demandé à l'ensemble des régions d'ouvrir ce type de centre ? Parce que, quelque part, ça existe déjà avec le CRTFR, cybermalveillance. En fait, on s'aperçoit que le public de bénéficiaires n'était pas adressé aujourd'hui avec les dispositifs actuels. L'ANSSI s'occupe des OIV et des services de l'État, essentiellement, je schématise. Cybermalveillance s'occupe plutôt des particuliers, des TPE, mais l'ensemble des forces économiques ou les collectivités de taille moyenne n'étaient pas couvertes par un service de réponse à incident qui pouvait les aider dans un premier temps. On aime bien faire le parallèle avec le 17, c'est-à-dire qu'il y a un incident, on appelle et on a des premiers conseils sur ce qu'il faut faire et une mise en relation avec un prestataire de réponse à incident. On donne des premières informations sur ce qu'il faut faire pour conserver des preuves afin de faire un dépôt de plainte. Donc voilà, on accompagne l'entreprise ou la collectivité dans les premières étapes de la réponse à incident. Donc ça, c'est le premier objet qui va monter en puissance en 2023. Le deuxième objet, c'est le campus cyber régional. Donc il y a un campus cyber national qui a été créé il y a quelques temps, je ne sais plus la date exactement, qui a lancé un appel auprès des régions pour labelliser des campus régionaux. Donc la région Sud a répondu favorablement. Et en novembre 2022, on a réuni un ensemble de partenaires pour leur proposer de co-construire ce campus cyber régional afin d'en délimiter la forme, le périmètre et un petit peu son objet. Il y a des groupes de travail à l'heure actuelle avec tous ces partenaires. Ces partenaires, ils sont issus du monde privé, les pôles de compétitivité, le monde académique, les services de l'État. Et on travaille sur 4 groupes de travail qui sont l'attractivité, l'innovation, les talents et puis les offres de services. Avec cette perspective de voir un petit peu comment catalyser l'ensemble de la filière cyber de la région pour adresser ces 4 thématiques. Donc là, ce sont des travaux qui sont en cours. Je pense que d'ici cet été, on y verra beaucoup plus clair sur la forme que prendra ce campus. Est-ce que ça sera un site où sera-t-il situé ou pas?
et quelle sera sa gouvernance, comment est-ce qu'il sera constitué, comment est-ce qu'il sera financé. Donc là, voilà, ce sont des travaux qui pour l'instant, donnent lieu à des échanges plutôt riches avec toute la filière. Et le tout dernier chantier, alors c'est vraiment en cours et c'est vraiment très tôt pour en parler, c'est une notion de chèque cyber à l'attention des TPE, PME pour les aider à monter en maturité cyber. Déjà pour leur propre activité, parce qu'on se rend compte que l'impact est trop fort au cas où elles subissent un incident, mais aussi pour rassurer l'ensemble de l'écosystème et de leurs partenaires, banquiers, assurances, enfin voilà, souvent il leur est demandé aujourd'hui de monter en niveau de maturité cyber, et on est en train d'essayer de déterminer quel serait le dispositif avec lequel la région pourra aider son tissu économique à monter de niveau. Ça tombe bien, Madame la vice-présidente, ce matin, nous a annoncé un chiffre. Ça pourrait être un chèque à hauteur jusqu'à 3 000 euros. Voilà. Je vais passer la parole à Monsieur Zimmermann parce que je sais que vous devez partir. Vous nous parliez tout à l'heure de combler un trou dans la raquette en termes de ressources humaines cyber, trou lié aux compétences strictement nécessaires et aux besoins réellement identifiés. C'est l'idée générale qui anime la plateforme ? Oui, c'est l'idée générale. Finalement, si on prend un peu le marché des compétences numériques et informatiques dans les 40 dernières années, il y a 40 ans, les informaticiens, on leur jetait des pierres. C'était des gens avec des doubles foyers qui lisaient des journaux en fait un peu bizarres. Des geeks, voilà. Et maintenant, c'est devenu des stars. Mais avec des salaires qui vont en conséquence, et c'est très bien. Néanmoins, la machine de l'enseignement supérieur, privé-public, n'a pas suivi l'évolution du marché. L'université a déployé une partie de ses formations sur l'informatique, mais ce n'est pas une science dure, c'est une science molle, l'informatique. Donc ça n'a pas été non plus un mouvement de masse à la hauteur de l'impact qu'aurait pu avoir l'université. Les écoles privées se sont développées au fait sur ce créneau avec du talent et avec des réponses adéquates et de très bonnes écoles. Avec certaines en fait, qui proposent des bourses en fait, sur un pourcentage assez élevé des élèves, mais en général c'est plutôt 5 à 10%, et c'est des frais de scolarité entre 8 et 12 000 euros. Donc de fait, vous excluez 40 à 50% de la population. Nous, quand on a créé la plateforme, on a été voir des parents d'élèves potentiels en leur disant, voilà, si on fait une école à 1000, 2000, 3000, 4000 euros par an, que ça vous garantit 90% d'employabilité, qu'on a un accord avec une banque et que ça va vous coûter quelques dizaines, voire centaines d'euros par mois, est-ce que vous y allez ? Non. Vous pouvez dire qu'ils ont tort, que les parents en fait, ont tort de ne pas investir sur l'éducation de leurs enfants. Mais quand vous avez un nom massif, c'est vous qui avez tort, c'est pas eux. Donc effectivement, l'idée, ça a été de concevoir un dispositif de formation, Bac+3 et Bac+5, basé sur une gratuité totale, qui a permis la réforme Pédico de 2018 en fluidifiant le marché de la formation professionnelle et de l'alternance. Donc tous nos étudiants sont en alternance. Donc, on a 60% de nos étudiants qui sont issus des quartiers de la politique de la ville, QPV, dit quartier pauvre. Donc, on a 50% de nos étudiants qui sont amenés par le Pôle emploi et le département, le bureau d'attribution du RSA. Mais on a aussi 50 à 40% de nos étudiants qui viennent de familles bourgeoises, en fait, qui auraient pu faire des écoles privées. Et c'est cette mixité sociale, en fait, qui crée la richesse de la plateforme. Mais on a une vocation à aller chercher très large. Et même, je dirais, pour aller chercher en amont, parce que c'est bien beau de dire qu'on offre des formations à la cybersécurité, mais en réalité, qui s'intéresse ? Allez voir des gamins de 15 ans et dites-leur, tu vas travailler dans la cybersécurité. Ça n'intéresse personne. Parce que l'imaginaire, le storytelling, le soft power, en fait, autour de la cybersécurité, aujourd'hui, c'est une guerre, en fait, contre des méchants barbus ou des méchants russes, je schématise à l'extrême, ou ces wargames sont faits de 1983, film d'époque, mais ça ne peut concerner qu'une partie de la population. En revanche, si on arrive en fait à sensibiliser le jeune public aux enjeux de la cybersécurité, au type d'emploi que ça peut représenter, si on prend d'autres images, comme par exemple la protection du corps humain, on pourrait dire au fait aussi qu'une organisation informatique, c'est un organisme vivant, et que les cyberattaques, ce sont des microbes, ce sont des bactéries. On va parler de santé, on va parler en fait d'autres types de métiers, on va parler du care, et on va parler en fait de profils psychologiques différents auprès des adolescents et peut-être susciter des vocations différentes. Donc je pense que si on a un enjeu national, régional, territorial et qu'on veut y aller, il faut qu'on soit capable de parler le langage de la cybersécurité au grand public.
Et donc, ce qu'on fait, c'est à la fois la mise en place de ces filières professionnalisantes et diplômantes, enfin certifiantes, et en même temps avoir des actions de pédagogie vis-à-vis des parents et des enfants à des âges assez avancés pour que petit à petit la graine soit plantée et que demain, ça suscite des vocations. Merci, Monsieur Zimmermann. Merci Je à sais que tous. vous devez y aller. En tout cas, merci de votre Merci, et participation à notre table ronde. Bonne journée, bonne continuation à vous. Monsieur Marquez, je reviens. Oui, vous pouvez l'applaudir. Et faire passer le message pour que ce soit Cyril Zimmermann ou Claire Bourgeois, il existe en termes d'écoles de formation pour tous les profils. Monsieur Marquez, à travers le témoignage de Monsieur Thévenot et à travers la réponse apportée par Monsieur Popov, on pressent qu'une attaque peut passer par n'importe qui dans l'entreprise ou l'organisation. Selon vous, quelle en est la cause principale ? C'est quoi le mot de notre société aujourd'hui ? Les mots de notre société. Ouais, alors bon, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé. On a évoqué l'objet entre la chaise et le clavier. Hein. Pour ce qui est de la profession, j'essaie de rester d'abord dans votre univers. Dans notre univers, on a des installations normées qui répondent à des référentiels. Qui vont jusqu'à la certification ANSI dans le cadre des OIV. Et donc on a un environnement dans lequel les données vont circuler qui est très sécurisé. Et le plus étanche possible des autres réseaux. Sauf qu'effectivement, même dans ce métier-là, quand on va faire une offre, quand on va prendre contact avec quelqu'un, donc quand le service commercial va envoyer une offre, quand le service communication va envoyer de la documentation, mécaniquement, ça y est, on est en relation avec l'extérieur. Soit on envoie quelque chose, soit on reçoit quelque chose. D'une part, et d'autre part, le type de public, et je rejoins un petit peu ce qui était dit, c'est le commercial, c'est le responsable de la com, il est de plus en plus loin de l'équipe technique qui, elle, est complètement obsédé par la sécurité de ces données, mais là on passe dans un autre univers et on va avoir moins de sensibilité, on va dire, au risque. Au risque que représente simplement le fait d'envoyer un mail. Est-ce qu'un mail c'est sécurisé ? Vaste question. Vaste question. La personne qui est proche de ces données va dire non, attention, surtout pas que ça passe par mail, mais la secrétaire, le commercial, lui, j'envoie un mail, je reçois un mail, il n'y a personne qui peut lire, c'est évident. Donc là-dessus, on a un vrai risque et ça correspond, je dirais, ensuite on peut l'étendre, et là je ne vais pas moi aller dans ce domaine-là, mais au grand public, effectivement, c'est-à-dire nous tous, dans notre vie personnelle, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on utilise comme mail, est-ce qu'on laisse notre Bluetooth allumé, est-ce qu'on change nos mots de passe tous les 3 mois ou tous les 2 mois, nous tous, pourtant conscients du risque. Je vais m'arrêter donc au service commercial d'une TPE, PME qui manipule certaines données confidentielles au sens de l'entreprise, je ne vais pas parler au sens administratif. Au niveau du GPMSE, la première action concrète, ça a été de sélectionner une solution de transfert de fichiers qui garantisse du chiffrement bout en bout et qui permettent d'éviter que des serveurs tiers ou que les solutions au grand public qui sont aujourd'hui gratuites, très simples, agréables, faciles, mais qui malheureusement ne permettent pas de préserver la confidentialité. Donc on est allé chercher cette première étape-là. Et je vais m'arrêter juste 2 secondes sur ce sujet-là. Ce qu'on a du mal aujourd'hui à voir sur un peu ce shadow IT. Donc, c'est-à-dire je vais utiliser du WeTransfer pour ne pas le nommer, je vais envoyer avec ma boîte Gmail parce que je vais recevoir des mails, je vais télécharger des fichiers, etc. Il faut voir quand même qu'on fait face à ces fameux GAFAM là, dont l'obsession ça a été de rendre l'expérience utilisateur mais à un niveau auquel nous on pense que c'est normal, c'est bien, c'est facile, c'est normal. Mais pour arriver à atteindre ce niveau d'UX, UI, expérience utilisateur,
qui fait que c'est cool, qui fait que la secrétaire, bah, du coup, c'est ça qu'elle utilise parce que c'est chouette, et qu'elle va dire, mais c'est quoi cette solution que le DSI nous a mis, c'est nul, ça marche pas, c'est pas joli. Voilà. Et là, il y a un vrai sujet sur lequel, voilà, au niveau du GPMSE, il y a eu cette idée de dire, ok, on va aller vers une solution sécurisée, mais on va demander qu'elle soit cool, jolie, sympa, facile à utiliser. Et donc, on va éliminer tout ce qui était un peu gris, un peu triste et avec trop de boutons. Voilà. On en revient au biais cognitif dont on parlait. On en ce revient matin, au biais à la facilité, cognitif. à la... Et je pense que là, par rapport à... On parlait de la jeunesse. Bon, moi j'ai montré la solution à ma fille de 16 ans, par exemple, en disant, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est pas mal. Ok, donc là, je sentais que on n'était pas loin de quelque chose qui pouvait avoir un avenir. Voilà, donc je voulais simplement faire ce lien entre la jeunesse, le grand public, la sécurité. Trop de gris, trop de triste, trop de technique tue la sécurité quand on s'intéresse au halo de données qui circulent en dehors des réseaux sécurisés. C'était le mot que j'attendais, le halo de données. Vous m'aviez, dans nos entretiens, vous aviez donné le nom exact de tout ça, justement, les mails, les images, ce qui sont en fin de compte les risques. On n'a pas l'impression, mais on en prend énormément. Monsieur Grard, vous nous avez dit prôner le nécessaire rapprochement des fonctions sûreté et cybersécurité pour parfaire la sécurité des organisations. Cela va-t-il, selon vous, se faire naturellement ou est-ce que ça nécessite de prendre son bâton de pèlerin pour aller prêcher la bonne parole dans les entreprises et les organisations? Connaissant le facteur humain, je dirais qu'il va falloir du temps, mais j'aimerais avoir votre avis. C'est pour ça que je suis là. Alors, Yes, vous l'avez compris, est une association qui réfléchit sur la sûreté-sécurité du monde de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Et Yes est un do tank. Do, c'est mieux, parce que ça veut dire agir, alors que think, on ne fait que penser. Donc, dans ce do tank, nous créons des groupes de travail pour pouvoir réfléchir à ce qui serait le mieux pour la sûreté-sécurité des entreprises. Et on s'est aperçu, parce que la cyber fait partie d'un de nos domaines de compétences et de réflexion, qu'il y avait un créneau sur lequel il n'y avait rien. C'est le dialogue entre le RSSI et le directeur sécurité de l'entreprise. Ils ne se parlent pas, ou très peu. L'un a besoin de l'autre, systématiquement. Pour installer un système de contrôle d'accès, pour installer un système de vidéo, on va passer sur un réseau informatique, on a besoin du RSSI. Le RSSI a besoin, pour accéder à l'ensemble de ces données, de l'accord du directeur sécurité sur la configuration du système de contrôle d'accès, et ainsi de suite. Et à chaque fois, ce sont des dialogues qui sont souvent tendus. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort de l'ensemble de l'étude qu'on a menée au sein de nos membres. Et on s'est dit, et si on créait un groupe de travail de réflexion sur le dialogue nécessaire entre un RSSI et un directeur sécurité. Et ça est venu une réflexion complémentaire de la part d'un de nos membres, donc il s'appelle Sylvain Tisserand. Il est directeur sécurité de la CNP. Et pour le nouveau siège qu'il vient d'installer, il a demandé à avoir un réseau informatique sûreté-sécurité dédié, indépendant du réseau informatique de l'entreprise. Et pour ce faire, il est allé se former à la cyber en passant différents diplômes pour être lui-même qualifié RSSI. Donc il est à la fois RSSI et directeur sécurité de son propre réseau. Alors, tout le monde n'est pas capable d'aller jusqu'à cette démarche, mais ça peut être un exemple de ce qui peut être fait dans le futur. Et l'ouverture de compétences nécessaires des directeurs sûreté-sécurité vers ce métier particulier du RSSI.
Alors, je ne veux pas dire qu'il faut supprimer les RSSI, je rassure Monsieur Popov. D'autant que, vous l'avez dit, il ne prend pas la place Il du ne prend pas la RSSI place. du groupe. C'est Voilà. simplement pour que lui-même soit au sein de sa fonction, être en capacité de ne pas créer de brèche Voilà, dans le monde exactement. numérique, alors qu'il n'en crée pas dans le monde physique. Alors, ça paraît curieux comme approche, mais en fait, elle est profondément pertinente pour des entreprises qui ont une certaine sensibilité. Donc, il est classifié ANSSI, CNP. Donc, il y avait tout intérêt à aller dans cette démarche. Ce qui n'est pas forcément vrai pour tous les types d'entreprises, bien évidemment. D'où cette nécessité de créer ce groupe de travail de réflexion sur comment faire en sorte qu'un RSSI et un directeur sécurité se causent. Et c'est vraiment un vrai besoin ressenti au sein, en tout cas, des membres de YES. Je voudrais simplement rajouter tout à l'heure, par rapport à l'intervention de M. Zimmermann, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la cyber ne portent pas forcément des capuches. Heureusement d'ailleurs. Là, vous nous parliez d'intelligence professionnelle. Je disais en ouverture du colloque, le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes, dont le thème est cette année pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Vous aurez constaté avec moi que depuis le début de cette journée, c'est quand même une majorité d'hommes qui composent mes tables rondes. Madame Bourgeois, c'est un ratio que vous constatez aussi au sein des promotions de l'école d'ingénieurs que vous dirigez? Oui, oui. Il y a une élève qui est là parmi nous. Il y a très peu de femmes dans la salle aujourd'hui. Oui, c'est un constat. Moi, je suis nouvelle directrice de l'ESEP à Aix. J'ai 4 mois d'ancienneté et ça a été une de mes grosses surprises, puisque je viens d'autres domaines de formation, c'est de voir à quel point il y avait très peu, mais vraiment très peu, 10% de filles dans les classes. Et j'ai fait un sondage parmi nos étudiants pour voir ce qu'ils en pensaient. Et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'ils étaient... tous nos étudiants prêts à s'engager pour faire bouger les lignes et pour faire changer les choses. Donc je trouve ça très encourageant. Je m'aperçois que c'est compliqué de recruter des filles, qu'elles n'osent pas. On voit qu'il y a 10% de filles qui se dirigent vers la cyber et dans le monde de la cybersécurité en général, et elles ont des talents très particuliers à apporter dans l'approche des choses, dans la curiosité, dans la différence d'appréhension des événements, etc., qui peuvent être très intéressants. Celles qui souvent s'engagent sur ces sujets-là, c'est parce qu'elles ont dans leur entourage propre quelqu'un qui les a poussées, un père, un oncle, qui les a engagées vers ces sujets. Et donc je pense que c'est très important que les personnes qui entourent ces jeunes femmes puissent les encourager, qu'elles ne se posent pas de barrières particulières. On voit que la réforme du baccalauréat a malheureusement détourné les jeunes filles des filières scientifiques. Elles étaient beaucoup plus nombreuses avant, elles étaient presque 95 000 en 2019 dans les filières scientifiques et elles ne sont plus que 65 000, 66 000 en 2021. Donc on remet des mathématiques dans le tronc commun en terminale pour aussi permettre aux jeunes filles de s'engager beaucoup plus sur ces filières-là. Le tout n'est peut-être pas d'avoir une parité, mais au moins que celles qui ont envie ne se créent pas de barrières elles-mêmes. C'est surtout ça le sujet. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Il y a eu, il y a 2 semaines, les premières assises nationales des femmes du numérique. Il y a des associations comme Elle Bouge pour le numérique, les filières de l'industrie, les filières scientifiques, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup à faire aussi. Comment ? Le CEF6. Le CEF6 également, effectivement. Dont nous parlerons sur la table prochaine. Voilà. Et donc, plus il y a de femmes dans ces milieux-là professionnels, plus elles encouragent d'autres femmes à s'engager. Et je pense que c'est effectivement un sujet majeur et que c'est très important qu'on s'y adapte et qu'on valorise ces carrières-là. Merci pour ce témoignage. On voit que le chemin est encore long, mais le but à atteindre, lui, est connu.
Je voudrais terminer cette table ronde avec vous, Monsieur Thévenot, car vivre une cyberattaque n'est pas de tout repos et nécessite des efforts continus pour en résorber les effets, hein, à trois. Vous a-t-il fallu longtemps pour revenir à la normale, même si nous savons que le vocable normal est tout relatif? Et pouvez-vous nous faire partager votre retour d'expérience? Donc pour un retour à la normale nominale, on va dire, on a 95% sous 10 jours. Sur les 20 premiers pourcents les plus critiques, on était sous 2 jours, en fait, puisque l'AD, la messagerie, le serveur bureautique qui contenait l'ensemble des fichiers, tout ce qui était cabinet du maire, enfin tout ce qui était service un peu sensible, et puis services liés aux tâches régaliennes de la ville, c'est-à-dire tout ce qui est cimetière, élections, état civil, urbanisme avec des délais. Donc ça a été fait très 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 rapidement en urgence, plus la problématique qu'on avait par rapport à notre vote de budget qui était absolument nécessaire. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué les 3 premiers jours. Mais on avait un plan, on avait surtout fait un plan de communication pendant ce week-end-là, assez tardivement la nuit, pour le présenter dès le mardi matin à tout l'ensemble des services. Et ça, c'est très important, c'est qu'il faut sensibiliser les services et les informer en temps réel sur ce qui se passe, ce qu'on fait, quand est-ce que ça va être leur tour, et qu'ils comprennent bien l'intégralité du process. Donc c'est vrai qu'une analyse et un plan avant d'agir est, à mon avis, l'essentiel. On a eu de la chance parce que les backups n'étaient pas touchés. Donc on a pu rétablir avec différents backups de différentes dates, reconstruire en fait notre système opérationnel. C'est vrai que si vous n'avez pas d'espace disque suffisant, si vos systèmes de backup ne sont pas fiables, c'est un autre débat. Donc d'où l'intérêt de faire des PCA et des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité. Donc, analyse avant d'agir, ça c'est le plus important. Pour ce qui est de l'enquête forensique qu'on aurait pu faire, en fait, il y a très peu de sociétés PRIS ou PASSI, surtout en 2021, il y en avait encore moins qu'aujourd'hui. Et on a préféré mettre l'investissement sur le renforcement de nos systèmes en place, plutôt que d'investir sur qui a cliqué sur le bouton et qui a fait rentrer un vilain petit virus qui s'appelait Tesla Revenger, qui avait attaqué un certain nombre de personnes en même temps que nous. Donc il n'y avait absolument personne sur le marché qui était capable d'analyser nos serveurs. Donc on avait quand même gardé une dizaine de téras de données qu'on a fini par détruire. Et c'est important par contre que vous ayez de l'espace disque pour conserver vos données. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un chrono de la crise. Parce qu'en fait, ça va très 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 vite entre le moment où vous détectez ça. Et c'est très important d'avoir un chrono, pas à la minute, mais pas loin, pour savoir ce que vous avez fait, qui vous avez contacté, notamment est-ce que vous avez contacté l'ANSSI, est-ce que vous avez contacté, est-ce que vous avez porté plainte, est-ce qu'on vous a refusé la plainte? Oui, parce que vous n'êtes pas un OIV. Enfin bref, voilà. Donc, ça s'était monté assez loin au parquet de Paris et tout, c'était assez compliqué. Donc 2 ans après la crise, le quotidien nous a rattrapés. Pas de budget pour l'XDR, pas de double authentification, c'est trop compliqué. Bon, on a sécurisé Oracle, oui, ça on a eu le budget pour le faire. Donc les leçons à en tirer, c'est garder une copie de l'ensemble de votre infra pour savoir ce que vous avez, avoir un bon réseau de prestataires, ça c'est très important. Des docs, donc ce qu'on disait, des docs papier de l'infra. Avoir un carnet d'adresses à part avec vos contacts, les mails, les numéros de téléphone. Et nous, actuellement, on travaille sur une réflexion super moderne de la mise en place de backup offline avec des bandes magnétiques. On y revient. Et on recherche nos solutions de XDR à coût réduit pour pouvoir les financer, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas de possibilité de financement de ces éléments-là. Donc, on a eu un renforcement de tout ce qui est vigilance cyber. On a énormément de règles firewall, d'anti-spam, une montée en compétences, une équipe réduite mais très, très impliquée. Et moi, je voulais juste ajouter les 5 points pour moi, les piliers en fait, de la cybersécurité. C'est les composantes du SI toujours à jour. C'est la connaissance de votre SI,
la sensibilisation des utilisateurs. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, parce que tout est important. La sauvegarde, en règle générale, et la veille technologique. Voilà. Merci. Ce sera le mot de la fin, sauf si vous avez des questions. Oui, madame ? Comment se positionne votre futur centre de réponse à incidents par rapport à l'unité de la gendarmerie avec 200 gendarmes qui sont disponibles H24, 7 jours sur 7? Alors, on n'est pas rentré complètement dans... On discute très régulièrement avec la gendarmerie. On a été accueillis pour nous présenter un petit peu l'ensemble des dispositifs. L'objectif aujourd'hui de la gendarmerie, je ne pense pas, soit de faire de la réponse à incident. C'est vrai qu'ils s'occupent essentiellement de la réponse pénale. Après la réponse à incident, effectivement, la gendarmerie a pas mal d'outils. Elle aide à faire du diagnostic, de la prévention. Néanmoins, l'intervention... Si vous êtes, pour le coup, on peut attendre même la table ronde qui suit, puisque un représentant de la gendarmerie pourra répondre à cette question et faire le complément qu'il y a entre les CSIRT régionaux et la fonction gendarmerie. Sauf si, Kevin, tu veux rajouter quelque chose sur ce point. Non, je faisais la remarque que la gendarmerie était présente, donc pour le coup, je laisserai parler. Ben voilà, sur la table ronde qui suit, si vous verrez, comme ça, parce que c'est pas forcément quelque chose que non, M. Popov en fait, connaît bien. L'effort est vraiment de faire de la coordination et de ne pas se marcher sur les pieds. On est entièrement Mais vous d'accord. comprendrez mieux, je pense, l'intérêt de ces CSIRT régionaux qui sont indispensables parce que, dans tous les cas, même les gendarmes ne font pas 100% de la mission. Oui, enfin, je m'en inquiétais parce que c'est une des caractéristiques de la France d'empiler des choses qui se ressemblent et qui finalement finissent par coûter cher et finalement qui ne sont pas tellement efficaces parce qu'à force de se coordonner, on ne fait pas grand-chose. Voilà. Excusez-moi que je suis politique. Non, mais c'est très pragmatique, vous avez raison. Je ne suis pas une spécialiste, mais je suis très pragmatique. Et toutes ces structures, finalement, s'empilent et coûtent cher. Voilà. Bonjour, moi j'ai une question pour Monsieur Thévenot, juste ici. Vous évoquez vos problématiques de budget en matière de cybersécurité, que rencontrent, je pense, un très grand nombre d'entreprises et d'organismes, mais du secteur public en particulier. Je voulais vous demander si vous aviez pu profiter des aides du gouvernement spécifiquement sur les mesures de cyberdéfense, parce qu'il y a un certain budget qui a été déployé justement à cet usage. Et oui, si c'est pas indiscret, de quelle manière vous l'avez utilisé, avoir votre sentiment sur le sujet. On était trop tôt, on était trop tard. C'est-à-dire, l'incident, nous, s'est déroulé donc en avril 2021. Donc à l'époque, l'appel à projet n'était pas lancé. On avait contacté l'ANSSI, l'appel à projet n'était pas lancé. Après, on était sur 3 dispositifs France Relance, déjà. Enfin, entre France Relance, 2 autres dispositifs de l'État pour les financements. Donc on avait des gros projets déjà qui étaient financés. C'est très lourd à monter administrativement. Et en fait, quand on a eu terminé et qu'on s'est attelé à recontacter en fait l'ANSSI, on nous a signalé que côté PACA, c'était fini. Sauf que côté Paris, l'ANSSI continuait à ouvrir des dossiers. Donc nous, on s'est retrouvés un petit peu dans un vide. La deuxième problématique, c'était que... on avait contacté l'ANSSI. La deuxième problématique, c'était que l'ANSSI finançait en fait une étude basée sur l'organisationnel, essentiellement. C'était quand même... Enfin, nous, on nous l'a vendu comme du déclaratif, avec beaucoup de déclaratifs, avec beaucoup d'organisationnel. En gros, il y avait les 42 points à analyser. Et la difficulté, c'était que ce n'était pas assez technique. Et le plan d'action qui aurait dû résulter... Alors, l'audit était complètement financé. Par contre, le plan d'action qui aurait pu être financé derrière devait être terminé dans l'année de l'étude. C'était pas possible. Techniquement, chez nous, c'était absolument pas possible. Donc, nous, on n'a pas pu... Alors, ça va peut-être changer, parce qu'on essaye d'avancer. Et là, maintenant, on voudrait travailler sur cet aspect-là maintenant. Mais on a sécurisé notre système de façon à ne pas avoir à nouveau un souci.
Alors, merci du témoignage. En l'occurrence, ce n'est pas nous qui avions échangé ensemble humainement l'un et l'autre, donc je ne sais pas ce qui a été dit à l'époque. Juste pour repréciser sur ce qui se passe sur France Relance, tel que ça a bénéficié à 65 collectivités territoriales de la région et établissements publics. C'était effectivement un parcours cybersécurité, environ 40 jours hommes de prestations, dans le cadre méthodologique fixé par l'ANSSI, qui couvrait bien tous les pans. Pour avoir vu des institutions, il y a des institutions qui étaient quand même très techniques, pas uniquement organisationnelles. Et puis après, effectivement, le cofinancement de mise en œuvre de mesures de sécurité, qui étaient identifiées comme les priorités. Et d'ailleurs, là-dessus, on avait un point de vue presque caricatural en disant on veut de la vraie sécurité concrète, du dur et du terrain. C'est-à-dire que typiquement, il n'y a quasiment aucune collectivité qui a vu des cofinancements sur des mesures organisationnelles ou autres. On était vraiment sur des mesures de mise en œuvre, d'EDR, de bastions, des choses comme ça. Donc sur des sujets très concrets de sécurité, de mise en œuvre de solutions. Donc c'est vraiment ce qui a été mis en œuvre. Je ne sais pas ce qui vous avait été partagé à l'époque, mais en tout cas, je peux vous dire ce qui a été fait dans la région PACA. Et je trouve ça intéressant de partager voilà, ce qui a pu être fait sur les 64, pour être précis, collectivités territoriales de la région. Comme quoi, c'est bien une histoire de messages transmis, de messages compris. Et c'est pour ça que c'est intéressant. De toute façon, on va garder les d'avoir contacts des l'un l'autre. Oui, tout à fait. Et un décalage entre régions, puisqu'en fait, notre prestataire qui est PACI travaille à Paris et me disait, mais s'il y a des financements, et nous, quand on a contacté l'ANSSI avec mon collègue, on nous a dit non, c'est terminé. Donc il y a des décalages. C'est pour ça qu'on gardera le contact, parce que vous faites probablement partie des rares, voire le seul frustré que je connais sur le sujet. Et donc on va essayer de voir ce qu'on fait. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci à vous toutes et tous pour votre participation à cette table ronde. Aussi un grand merci à Monsieur Thévenot qui, là aussi, fait partie des rares personnes qui acceptent de venir témoigner d'une cyberattaque. Merci, vous pouvez les applaudir.